Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition. À l'Assemblée, un collectif budgétaire était à l'ordre du jour, 33 milliards en plus pour le fonctionnement et 4,5 milliards en investissement. Le soutien au classement des marquises par l'UNESCO, enfin voté à l'unanimité par l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée de Polynésie française. Le dossier passera en commission en Inde au mois de juillet. Et Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, est arrivé ce matin à Tahiti. À peine arrivé, il se plonge dans la culture et les sports traditionnels, le Tuaro Maori. Vous le verrez dans un instant. Et pour ouvrir donc ce journal, nous rejoignons en direct Olivier Huc, notre envoyé spécial du Ballon Rond au stade à Pater pour la finale de la Ligue des Champions de l'OFC qui oppose donc ce soir. Et en ce moment même, l'AS Pire est à Auckland City. Olivier, le match a déjà débuté. Quel est le score ? Bonsoir Davidson, j'ai pas de très bonnes nouvelles pour les supporters de l'Espiré puisque pour l'instant le score est de 2-0 pour l'équipe de Auckland City après 32 minutes de jeu. Dès la 6e minute de jeu, c'est le néo-zélandais Michael Den Ager qui a ouvert le score. Et puis à l'instant, il y a à peu près 1 minute 30, Liam Gillion a aggravé le score. Vous voyez les images juste derrière nous. Le match se joue avec cette équipe de Pirée qui joue en blanc face à Auckland City en bleu. Pirée qui en est à sa 2e finale de Ligue des Champions. Rappelez-vous, c'était en 2006, il y a quelques années déjà, où Pirée s'était incliné du côté du North Harbour Stadium en Nouvelle-Zélande, 3-1 face à cette même équipe de Auckland City qui est recordman des victoires en Ligue des Champions de l'Océanie. Rendez-vous compte, il y a 11 victoires au palmarès et ce soir ils vont essayer d'aller en chercher une 12e, sachant que aucune équipe tahitienne n'a jamais remporté la Ligue des Champions de l'OFC. Pourtant, c'est la 2e finale de Pirée. Tefana s'y est essayé en 2012, Vénus plus récemment, mais en tout cas c'est une compétition très difficile, Davidson, et pour le moment il va falloir en tout cas un exploit pour cette équipe de Pirée qui est menée pour l'instant 2-0. Alors il reste encore du temps, je regarde le chrono, il reste une dizaine de minutes dans cette première mi-temps, puis bien sûr la deuxième période, Davidson. Olivier, comment s'est passé justement tout ce tournoi avec toutes ces équipes venant de l'Océanie ? Eh bien, on le rappelle, les matchs étaient organisés ici même au Stade Pater avec le groupe B. Le groupe A était délocalisé du côté de Paea. Et 8 équipes étaient dans ce tournoi, dont les équipes championnes dans leur pays, de Fidji, de Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Nouvelle-Zélande, on voit Auckland City, puis bien sûr de Nouvelle-Calédonie avec Magenta, les joueurs de Magenta, pour la petite histoire, qui sont juste au fond là-bas. On va demander à notre caméraman de les montrer. Ils sont logés à l'IJSPF, donc ils regardent le match de l'IJSPF tout au fond là-bas, tous les joueurs de Magenta qui attendent bien sûr de trouver une solution pour un retour du côté de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est encore une autre problématique pour l'organisation, pour la Confédération océanienne de football. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le tournoi s'est très très bien passé dans une très bonne ambiance, un très bon esprit océanien. On l'a vu pour ceux qui ont vu les images et le résumé de la demi-finale entre l'équipe de Pirée qui s'est imposée aux prolongations et Fidji. Il y a une prière avec tous les joueurs à la fin du match. C'était un beau moment de communion, même si le sport est là. Avec les résultats qui sont attendus, au final, c'est bien sûr la communauté qui est réunie autour du ballon rond pour ce beau tournoi. En tout cas, on espère du côté de Pater que Pirée va revenir au score dans la deuxième période, Davidson. Allez, courage donc à l'AS Pirée, on va rester chauvin. Et en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Olivier. Il est attendu depuis le début de l'année. Le collectif budgétaire présenté par la majorité était à l'ordre du jour de l'Assemblée ce vendredi. Au total, 36 milliards de francs étaient inscrits, dans plus de 8 pour les satellites du pays. RT Inouï, l'OPH ou encore l'hôpital attendent ces fonds complémentaires. Il a été adopté par 38 voix et 17 voix contre. Les amendements présentés par l'opposition ont tous été rejetés. Laure Philibert et Aruma Teliteo. C'est par une minute de silence qu'a démarré la 4e séance de la session administrative de l'Assemblée de la Polynésie. Minute de silence en soutien
au peuple calédonien. Puis les représentants ont examiné le premier collectif budgétaire présenté cette année. Un collectif de 38 milliards de francs, dont plus de 8 pour abonder les caisses des satellites du pays. En premier lieu, Air Tahiti Nui. La majorité a prévu de provisionner 3 milliards 300 millions de francs pour soutenir la compagnie aérienne locale. 3 milliards 700 millions sont fléchés vers l'hôpital et 1 milliard 600 millions de francs vers l'Office polynésien de l'habitat. Mais l'opposition a présenté plusieurs amendements. Le Tapurawir Atira a souhaité que 100 millions soient octroyés à la Nouvelle-Calédonie en signe de solidarité. Et malgré la minute de silence en début de séance, la majorité a rejeté la proposition, estimant que c'était à l'État à mettre la main à la poche. Fin de non-recevoir également pour les 2 amendements présentés par Aheria Polinetia qui proposaient d'affecter une partie de la dotation d'Air Tahiti Nui à l'hôpital dont les besoins sont plus immédiats et qui souhaitaient également voir 500 millions consacrés à l'augmentation du prix du copra et au soutien à l'huilerie. Un élu de la majorité a voté en faveur de cette dernière mesure. Si ces amendements ne sont pas passés, ils n'ont pas moins suscité des débats pour le moins houleux et démontré une fois de plus les divisions au sein de la majorité. Le collectif a été voté en fin de journée par les 38 élus de la majorité. L'opposition a quant à elle voté contre. Et après des semaines de désaccord, l'ensemble des forces politiques a finalement voté en faveur du soutien au classement des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO ce matin à l'Assemblée. Un vote après plus de 2 heures de débat dans les tribunes. L'ensemble des Hakaiki avait fait le déplacement pour assister au vote. Donc, dernière ligne droite à présent avant le passage du dossier en commission à New Delhi dans 2 mois. Laure Philibert. C'est un soutien à l'unanimité qu'offre l'Assemblée au projet de classement des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un soutien repoussé de plusieurs semaines par la majorité qui invoque des réticences au sein de la population et qui a mené une mission sur l'archipel pour rassurer. 200 propriétaires, c'est pas rien. Et je suis désolée, il n'y avait pas que les Tavini. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Mais les propriétaires, ils affirment leur sentiment d'inquiétude. Et bien sûr, en tant qu'élu, je ne pouvais pas ne pas entendre ces cris d'inquiétude. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'aller à contresens de tous les maires des marquises, pas du tout. 2 heures de discussion auront été nécessaires pour aboutir à un vote et 2 amendements ont été ajoutés. Une posture purement politique de la majorité, estiment les élus marquisiens de l'opposition. 30 ans que ce projet existe et que dans le rapport, c'est minime. On ne parle même pas de ceux qui ont vraiment participé. C'est comme si pour nous, dans le rapport, le dossier a été initié là ce matin. Mais c'est ça ce qui est navrant. Le dossier il était déjà très complet. Donc il est prêt à passer en commission en Inde le 26 juillet. Alors revenir dessus pour redéposer un amendement, je ne vois pas la nécessité. Ils n'en ont pas perdu une miette. L'ensemble des Hakaiki a suivi tous les échanges depuis les tribunes de Tarahui. Ce matin, j'ai encore entendu tout ce refrain de repartir sur le terrain, convaincre, expliquer aux Marquisiens que l'UNESCO n'est pas là pour s'accaparer des terres. Mais toutes ces informations-là ont été déjà données sur le terrain, vallée par vallée, dans nos différentes réunions. Il n'y a jamais de dossier qui épouse l'unanimité d'une communauté. Et cette fierté, on la partage avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble de la Polynésie française. En même temps, ce n'est pas simplement le rayonnement de l'archipel des Marquises, mais bien le rayonnement de la Polynésie française. Le dossier marquisien sera étudié le 26 juillet prochain à New Delhi par l'UNESCO qui se prononcera alors sur le classement. En parallèle de ces démarches, les Hakaiki avancent également sur leur projet de communauté d'archipel. Les maires ont été auditionnés ce vendredi par 2 spécialistes en économie et en droit missionnés par le chef de l'État. Des travaux dans le cadre du projet de révision du statut des Outre-mer.
Le parti Yaoratenuna de Tevaro Fritsch a commenté l'actualité du Fénois ce matin, du bilan du gouvernement aux émeutes en Calédonie. Le chef de parti et sénateur a également présenté le candidat autonomiste aux européennes, à Moirani Frébo. Reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Créé fin 2022, Yaoratenuna est le dernier né de la galaxie autonomiste. Avec un peu moins de 5% des suffrages exprimés lors des territoriales, le parti était resté assez silencieux depuis. Je suis beaucoup à Paris pour mes fonctions de sénateur, parce que j'essaie de porter notre voix au Parlement, mais c'est vrai qu'il faut, et c'est la résolution qu'on a prise en conseil politique de Yaoratenuna, à la fois réaffirmer notre présence et notre intérêt bien entendu pour notre vie politique, mais surtout pouvoir être davantage présent dans l'actualité. Et pour occuper cet espace médiatique, le parti a lui aussi souhaité faire son analyse sur le bilan des 1 an du gouvernement Broderson. Il faut arrêter les bilans tant qu'on n'a pas encore des choses essentielles à montrer aux Polynésiens. Il ne s'agit pas de tirer sur une ambulance ou de tirer sur un gouvernement parce qu'on est dans une opposition, d'ailleurs nous ne sommes pas à l'Assemblée, mais simplement regretter qu'on fasse des bilans pour ne rien dire et surtout regretter qu'on ne s'occupe pas du quotidien des Polynésiens tel que ça a été promis. Tevaro Fritsch a également évoqué le dossier calédonien avec en ligne de mire l'organisation du 3e référendum. Ce que je constate, c'est que depuis ce 3e référendum précipité à mon sens, eh bien, les tensions n'ont fait que monter pour arriver aux violences. Et je pense que la demande de report était légitime. Yaoratenuna, affilié à Renaissance, a présenté le candidat Moirani Frébo. Ce dernier, sans étiquette et 44e sur la liste Besoin d'Europe, assure recevoir le soutien de l'ensemble des partis autonomistes du Fénois. On a discuté avec tous les leaders autonomistes sur la possibilité de ma candidature et j'ai d'abord tenu à avoir leur soutien dès le départ. Et une fois qu'eux m'ont assuré de leur soutien, j'ai posé ma candidature. Biberonné à la politique de par sa filiation, Moirani Frébo mesure néanmoins la difficulté de mobiliser l'électorat. Le fait d'aborder cette élection qui est la moins suivie en Polynésie, avec un positionnement qui est non éligible, avec 38 listes en course en Polynésie, c'est sûr que l'élection est un peu particulière. Le jeune candidat originaire de l'archipel des Marquises dispose encore de 16 jours pour convaincre. Pour rappel, seuls 20% des électeurs polynésiens s'étaient déplacés lors du précédent scrutin européen. Elles ont choisi de passer leurs vacances à la caserne Brua de la gendarmerie nationale. 4 lycéennes se sont engagées dans la 2e promotion des cadets de la gendarmerie et dans le cadre du service national universel. La mission porte sur les valeurs de l'éco-citoyenneté. Après plusieurs mois de formation, ces cadets sont allés à la rencontre des jeunes de leur âge pour parler de préservation de l'environnement. C'était ce matin au centre-ville de Papeete où s'est rendue Esther Parocordette. La démarche est un peu hésitante. Partir à la rencontre des jeunes accompagnés des instructeurs dont le chef d'état-major, la pression des cadets de la gendarmerie monte d'un cran. Ces jeunes filles âgées de 16 à 17 ans interpellent les adolescents sur l'importance de protéger l'environnement. Ils utilisent le même langage et le message passe mieux. Pas tout le temps que les adultes, ça c'est mieux, c'est quand c'est les jeunes. Au moins, comment on peut dire? Le message est plus marquant. Voilà, fait quand ça vient des jeunes, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont la flemme, genre là, non, ils s'en foutent, allez, je jette. Sinon, je creuse un trou, je mets mes déchets, c'est bon. On n'a pas tous les mêmes façons de s'exprimer. Les adultes ont leur façon de s'exprimer, que pour les jeunes, c'est un peu ennuyeux. Alors que si c'est des jeunes qui s'adressent à eux, ben, ils s'intéressent et ils écoutent et ils communiquent aussi. Vehiria, Hinata, Clémence et Moeura franchissent un cap et retransmettent tout ce qu'elles ont appris pendant la mission d'intérêt général du service national universel. Ça fera partie des 2 vidéos qu'on va essayer de diffuser. Depuis février, ces cadets ont réalisé des prospectus, des vidéos et une bande dessinée pour apprendre aux jeunes à devenir des éco-citoyens. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ton tonton, il travaille pas à la mairie? Ces supports sont diffusés sur les réseaux sociaux de la gendarmerie. C'est un thème qui nous a paru important, d'autant plus que nous avons récemment créé un détachement de l'Office central de lutte contre l'atteinte à l'environnement et à la santé publique. Et c'est aussi l'occasion pour nous de montrer que la gendarmerie n'agit pas exclusivement sur un volet répressif dans le domaine de la préservation de l'environnement.
On met en avant l'utilisation de TikTok aussi, parce qu'aujourd'hui c'est le quotidien des jeunes d'utiliser TikTok. Et aussi c'est un moyen en fait pour donner l'initiative aux jeunes par le bénévolat, par exemple, avec des associations qui organisent le ramassage de déchets au bord des plages. Nous, on a la chance d'avoir des beaux paysages paradisiaques et il faut les protéger. Cérémonie militaire, levée des drapeaux, connaissance des missions de la gendarmerie ont marqué ces lycéennes. Certaines envisagent de devenir gendarmes. Alors oui, moi je compte après m'engager dans la gendarmerie juste après mon bac. C'est vraiment nous donner cette envie encore plus d'intégrer la gendarmerie. Déjà, la vraie réussite pour nous, c'est que la mission d'intérêt général qui soit réalisée par nos cadets soit porteuse et que le message soit reçu. Ces cadets recevront bientôt leur diplôme de fin de stage devant leurs proches. Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Tony Estanguet, est arrivé ce matin à Tahiti pour un bref séjour durant lequel il se rendra bien sûr à Teahupo'o. Mais avant de rejoindre le spot de la passe de Hawaii, le triple champion olympique de canoë slalom s'est initié cet après-midi au sport traditionnel les Tu'arumaoi. Thomas Chabrol. À peine arrivé et déjà un peu de sport, version polynésienne, Tony Estanguet se plonge dans la culture et la tradition avec ce champion du Patiafa originaire de Hana au Tuamotu. Quelques essais, mais pas simple de viser la cible. Le président de Paris 2024 se prête au jeu des sports traditionnels. L'ancien athlète de haut niveau va même, sans échauffement, porter toutes les pierres mises à disposition, dont la plus lourde, 60 kilos. Ce territoire de la Polynésie française a une telle histoire, une telle culture, mêler le sport et la tradition, je trouve ça magnifique. Des activités d'origine complètement diverses. Et forcément, moi ça me fait du bien de faire un petit peu d'activité sportive, physique, partager avec des Tahitiens. C'est tout ce que j'aime. Il y a la force, mais il y a aussi la technique. Pour le lever de pierre, c'est très technique. Le grimper au cocotier, le lancer de javelot, c'est une concentration intense. D'entraînement aussi. À 2 mois de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Teahupo'o, Tony Estanguet vient rencontrer tous les acteurs de ce grand rendez-vous sportif. Tahiti accueillera dans 15 jours le relais de la flamme. Les jeunes porteurs de la torche ont hâte d'y participer. Tuteani sera l'un des relayeurs à Taravao. Oui, j'ai très hâte de participer au relais de la flamme. Je me suis déjà entraîné depuis il y a 3 mois. Le comité organisateur de Paris 2024 entame la dernière ligne droite. Durant son séjour de 4 jours à Tahiti, Tony Estanguet compte faire un point de situation sur l'organisation de l'épreuve de surf et sur l'avancée des infrastructures qui seront l'héritage de ces Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, de voir déjà cet engouement qui est en train de monter, des premiers relayeurs, des volontaires qui s'engagent, qui ont envie de voir leur territoire réussir, c'est une vraie satisfaction, ça booste, ça donne une énergie ultra positive. Donc profitons de ces moments-là, c'est tellement rare, c'est tellement exceptionnel, c'est une fois tous les 100 ans que la France organise les Jeux Olympiques d'été. Donc c'est notre tour et à nous de montrer le meilleur. Plus à l'aise sur l'eau que levé de pierre, le président du comité d'organisation des JO reprend avec plaisir une rame entre les mains. Cap sur les Jeux Olympiques avec d'abord le relais de la flamme le 13 juin, puis l'épreuve de surf fin juillet. Et demain, à l'occasion du 134e anniversaire de la ville de Papeete, une mini-parade est prévue sur le front de mer de 18h à 22h. Avis aux usagers de la route, le front de mer sera fermé à la circulation de 15h à la fin de l'événement. Voilà votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à votre émission de divertissement The Masked Singer. Puis ce sera vendredi, tout est permis. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Prenez soin. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.